Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 5 de Black Butler, donc toujours sur la sorcière d'Emeraude. On arrive à l'épisode 11 et je comprends pas comment il peut rester deux épisodes à cette saison. Un, je veux bien. Deux, je sais pas ce que va être le dernier épisode. Vous allez peut-être l'entendre à ma voix, j'enregistre cette review juste après avoir regardé l'épisode. Et tout va bien. Je suis en larmes, mais tout va bien. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime autant cette série, parce que même en connaissant à peu près l'histoire, ça fait très très longtemps que j'ai pas relu cet arc, donc les détails, notamment sur la fin, comme je vous ai dit à la fin de l'épisode 10, je savais plus si Wolfram il allait survivre ou pas à cette saison, ce qu'il allait devenir et tout. Bah ouais, c'est on va dire les 5 dernières grosses minutes de la série, de l'épisode là. Ah mais c'était moi qui pleurais, j'étais là. C'est cruel, c'est méchant de jouer avec mes émotions à ce point. Bon, on va en discuter. Donc, au début de l'épisode, on retourne sur Tanaka, le big boss Tanaka. Bon Dieu, Tanaka en samouraï, mais je prends, mais tellement, qui du coup fait face, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, mais une des trois soldats là. Euh, et en fait, du coup, alors qu'elle est prête à lui tirer dessus, bah, en fait, Tanaka fait un move un peu bizarre. Elle explique que ses mouvements sont trop silencieux, et en fait, il arrive à la blesser au niveau du bras. Et donc elle se dit, bon bah je vais m'éloigner un petit peu, histoire d'attaquer à distance, sauf qu'il y a toujours Maylin qui est postée en sniper, qui manque de lui frôler le visage. D'ailleurs, Maylin, pourquoi est-ce que tu as loupé ton coup? Donc elle est obligée de se réfugier derrière des arbres, et elle finit par se dire, bon bah écoutez, moi je me casse, visiblement je peux rien faire pour l'instant, je me casse, on verra ce qui va se passer. Et du coup, il y a Maylin du coup qui vient voir Tanaka pour s'assurer qu'il va bien, qu'il n'a pas été blessé. Fort heureusement non, mais ce qu'il explique, c'est que bon bah son âge commence un petit peu à se faire sentir quoi. Donc on se doutait qu'il allait redevenir sa petite version. Mais voilà, Tanaka a quand même on lui a offert un instant de gloire pendant quelques minutes et franchement, voilà, je prends, ça suffit largement. Le pauvre, il mérite de se reposer. Euh, Chose intéressante du coup, c'est qu'effectivement, donc son ennemi a mentionné qu'il était trop silencieux. Je rappelle que Tanaka, à la base, c'était un majordome, ou en tout cas un maître de maison au niveau du manoir Phantomhive à l'époque du Père de Ciel, du Père et de la Mère de Ciel. Donc, je peux totalement avaler l'idée que, bah, en tant que serviteur, t'es censé être le plus silencieux possible, ne pas te faire remarquer, tu exécutes les ordres et basta, ça s'arrête là. Donc, je trouve ça intéressant. Par la suite, on va se concentrer du coup sur Dietrich, Bardroy et Snake, du coup, qui arrive à retrouver l'ancien tunnel de la voie de chemin de fer. Alors, Dietrich mentionne que ça colle d'une part aux infos qu'il a eues, mais également à ses souvenirs. Donc, ça veut dire que fut un temps, il est venu là, il est dans l'armée allemande, c'est pas totalement déconnant, on prend, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est une espèce de tunnel qui rentre dans la montagne. Mais Snake les informe, enfin Snake, Oscar surtout, les informe qu'il y a au moins 6 à 7 personnes derrière la porte, donc là où devrait être la locomotive, le train. Ce qui impressionne vachement Dietrich, qui dit: «Attends, t'es capable de faire ça, toi?» Et qui se dit: «Ok, donc le gamin a quand même de bonnes capacités, peut-être même meilleur que son père d'ailleurs, pour s'entourer de servants, de serviteurs compétents.» Et je me dis, il y avait qui à l'époque de Vincent Fantomhive? Parce que dans mes souvenirs, on n'a vu que Tanaka. Peut-être qu'à l'avenir, on aura d'autres trucs, hein, mais ça a toujours été que Tanaka, quoi. Donc, let's go. Et du coup, donc, il décide de laisser Snake en retrait avec le surin, pendant que les deux autres, les deux militaires en fait du groupe, quoi, globalement, s'occupent des soldats qui sont là derrière. Et alors, mais ça y va du one shot, quoi. Les pauvres soldats, ils ont le temps de rien voir venir, de rien comprendre à ce qui se passe. Ils sont mourus direct. Donc ensuite, Bardroy vient rechercher Snake pour lui dire que c'est bon. Le reste du groupe, du coup, finit. Sullivan, Maylin et Tanaka les rejoignent. Et du coup, donc, pendant que Dietrich et Bardroy s'occupent
de mettre du charbon dans la locomotive pour qu'elle puisse démarrer. Maylin et Snake s'occupent de huiler les roues. Et Finny, bien évidemment, lui s'occupe d'ouvrir la porte avec sa force pour que tout puisse partir. Et donc, voilà, une fois qu'ils sont prêts, ils y vont. Ils attendent pas que Ciel et Sébastien n'arrivent. Ils foncent, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est là que Wolfram revient. Et ça, je l'avais vu venir, mais il pointe son arme en fait en direction de Sullivan en l'appelant globalement, quoi. Et donc, bah, elle est en mode choc, elle est en mode qu'est-ce qui se passe? Donc, elle ferme les yeux et tout. Sauf qu'en fait, bien évidemment que c'était pas elle qui visait. C'est en fait, du coup, la soldate qui s'était échappée juste avant, qui était prête à tuer, du coup, à tirer sur Sullivan pour la tuer, pour empêcher, du coup, que les Anglais, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, puissent utiliser son talent comme ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Du coup, donc alors il la one shot pas a priori, elle est quand même capable de prononcer quelques mots, mais elle a l'air de s'en être pris en plein dans le visage, quoi. Donc, a priori, elle est mourue de chez mourue. Donc, du coup, voilà, la locomotive se lance. Et alors que l'ending se lance, mais je vous jure, à chaque fois qu'ils mettent cette musique-là, je sens les larmes monter, je sens les émotions monter. Et en fait, donc, il se met à courir derrière la locomotive pour s'excuser, pour lui dire, vous pouvez continuer à nous haïr, mais sachez que vous êtes quelqu'un d'important pour moi. Vous êtes une jeune fille ordinaire, vous n'êtes pas une sorcière, ce genre de choses. Et là, boum, il se fait tirer dans l'abdomen. Alors au début, je me suis dit, mince, est-ce que si elle et Sébastien l'auraient tué? Mais non, en fait, c'est Hildegarde qui a réussi visiblement à échapper au feu dans le tank. Comment, pourquoi, on saura pas, j'ai envie de vous dire, Osef au point où on en est dans la série. Et en fait, elle se fait très très vite arrêter par Sébastien qui dit: «Ah tiens, la nourriture elle s'est barrée du four. Bon bah c'est que ça devait pas être assez chaud». Il lui fout un coup de couteau, mon gars, au niveau de la gorge. C'est encore une fois quand je vous dis que c'est graphique Black Butler comme série. C'est de la dark fantasy, hein, je rappelle. Et et voilà, et en fait du coup bah on Wolfram est laissé mort sur le sol alors qu'on rentre dans ses flashbacks. Je vous présente, mesdames et messieurs, Rainer Bros de l'attaque des Titans. Faudra que je revérifie lequel est venu, lequel a été créé en premier. À mon avis, ça se joue à pas grand-chose. Je pense 2013, peut-être avant pour l'attaque des Titans. Faudrait que je recheck. Mais grosso modo, voilà, c'est un jeune garçon du coup qui a été élevé toute sa vie dans l'armée. Il fait très Führer King Bradley aussi dans Full Metal Alchemist. Tout ça s'inspire beaucoup de l'Allemagne, c'est très très drôle d'ailleurs. Mais voilà, qu'en gros, il a toujours été élevé, c'est un enfant soldat en fait globalement, à qui on a toujours enseigné bats-toi pour ta patrie, et une phrase qui moi m'a pas mal marqué: une longue vie est une marque de honte en fait. Quand tu es soldat, si tu vis vieux, c'est qu'a priori c'est que tu t'es pas suffisamment battu pour ta patrie, que tu n'étais pas donné au maximum, voire que tu as fui les combats et que tu es un lâche. C'est à la fois très vrai et très sombre et cruel comme philosophie, parce que si on regarde les 2 premières guerres mondiales, moi c'est bien évidemment ce qui va me parler le plus parce que c'est ma culture, mais si on regarde les 2 premières guerres mondiales, bah, c'était généralement pas ceux qui étaient très hauts dans la hiérarchie qui allaient se battre avec les soldats, dans les tranchées par exemple, dans la première guerre mondiale. Donc ouais, en général, j'y pense parce que ça, j'ai réentendu la Marseillaise là il y a pas très très longtemps, des, des, des anglophones qui réagissent à la Marseillaise et aux paroles de la Marseillaise. Ça, le couplet des enfants qui sont là, ouais, on est content de les suivre, quitte à mourir dans le cercueil. Enfin, je suis fière d'être française en tant que telle. Maintenant, faudra pas me demander d'aller sacrifier ma vie pour des trucs. Encore si c'est nous qui sommes attaqués, ça peut se discuter. Peut-être retrouver un élan patriotique. Mais si c'est pour aller combattre la guerre des autres ailleurs, non. Genre en Ukraine, par exemple, toutes les guerres qu'on a menées à perpète, là, c'est... Non, non. Mais ouais, toute cette mentalité d'une autre époque, peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... À la dernière guerre qu'on a connue chez nous, vraie guerre, c'était 39-40, 39-45, quoi. Avec tout ce que ça impliquait, qui était déjà très différente de la première, parce que
Bah, pendant la Seconde Guerre mondiale, on était occupés, donc c'était plus de la résistance qu'autre chose. Comment dire, les enjeux étaient énormes et tout. Enfin, c'est tout un truc différent. Ça va faire 70 ans quand même. On va bientôt fêter la fin. On va bientôt fêter la fin de la guerre. C'était il y a 70 ans, quoi. Je veux dire, des gens qui se souviennent de cette époque-là, il y en a plus beaucoup. Rien que ma grand-mère, déjà, elle est née à la toute fin de la guerre. Donc elle n'a pas connu toute cette période-là. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que l'esprit patriote en France, si t'es pas vraiment dans l'armée de carrière, c'est compliqué à l'avoir. Et ça change pas qu'aujourd'hui, quand tu es patriote, tu es considéré comme quelqu'un d'absolument horrible. Quand c'est les autres qui le sont, il n'y a pas de problème. Quand c'est nous, c'est un problème. Soit, les gens font ce qu'ils veulent, ma foi. Et ouais, donc du coup, voilà, pour revenir sur Wolfram, il a toujours été là-dessus. C'était une éducation très spartiate, très militaire, hein. On te crie dessus, on te dévalorise, on te dit que tu n'as pas d'importance, tu n'as pas de valeur, que tu es là pour défendre, défendre ta patrie, ton royaume, ton pays, quelque chose comme ça. Et ce que Wolfram exprime justement, c'est que bah, en fait, il savait même pas ce que c'était la patrie. C'était juste un mot qui avait pas vraiment de, comment dire, dit, ça leur évoquait pas d'image concrètement, et ils savaient même pas de quoi est-ce qu'ils essayaient de défendre cette patrie, quoi. C'est terrible. Comment tu veux te construire en étant un adulte dans un bon état mental, quoi, laisse tomber. Et donc, suite à ça, il a finalement réussi à monter en grade. Je sais plus s'il était lieutenant. Je crois qu'il devait être quelque chose comme lieutenant ou sous-lieutenant, quelque chose comme ça. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a gagné un nom. Encore une fois, ça fait très Full Metal Alchemist. Donc, il a gagné un nom, donc Wolfram, et il y avait un nom de famille avec. Et qui du coup il s'est fait détacher pour s'occuper du coup de Sullivan. Et ce qu'il explique, c'est que bah il a pas souffert tout ça pour juste jouer au babysitter en fait quoi. Que bah comme il a rencontré Sullivan quand elle était toute petite en plus, avant même qu'on lui brise les pieds, c'est ça qui est horrible quelque part. Bah en fait il s'est attaché à cette petite. C'est une enfant. Moi en tout cas personnellement, les enfants sont sont des petites choses magnifiques que j'adore me mettre à leur niveau, rentrer dans leur tête et tout, dans leur jeu. Comment tu veux ne pas t'attacher à des enfants? Ça, c'est une notion que je comprendrai jamais. Et du coup, en fait, il a fini par s'y attacher, notamment parce qu'elle s'est mise à dessiner des dessins de eux deux. Et voilà, comme il dit, bah ouais, en vous côtoyant, ma vie s'est remplie de couleurs vives et tout. Puisqu'il explique, tout le truc, c'est qu'au début, il explique que bah il a toujours connu que du gris, en fait. Donc c'est très très beau, c'est très très fort, et j'étais là. Mes émotions, au secours, je pleure. Allez, vas-y, dites-moi s'il est mort ou pas, je sais plus, dites-moi tout. Et quand Wolfram reprend connaissance, du coup, il a été ramené sur le train. Alors, il n'est pas sorti d'affaire, hein, du tout. C'est juste Sébastien et Ciel qui l'ont ramené. D'ailleurs, Sébastien qui dit, j'aurais pas cru que vous alliez que vous alliez me demander de le ramener. Mais ce qu'il explique, c'est que bah, dans le monde dans lequel ils vivent, les loups-garous, les sorcières, ce genre de choses, c'est pas des vrais monstres. Ça fait pas si peur que ça. Les vrais monstres, ils ont forme humaine. Ciel le sait mieux que personne. Et ce qu'il explique, c'est que bah, Sullivan, elle aura besoin d'un chien de garde, en fait, pour l'aider, pour lui permettre de survivre à tout ça. Et ouais, voyant ça de Ciel, c'est petite larme, tout va bien. Et du coup, donc ils vont s'occuper de cautériser la plaie. C'est notamment Ciel qui dit allez faire chauffer une lame, rapporter de l'eau et des chiffons. Et en fait, du coup, ils vont réussir à sceller la blessure. Et surtout, Ciel demande à Sullivan de le faire. Elle lui dit la sorcière d'Emeraude protège son peuple. Ce mec-là, c'est le dernier survivant de ton peuple. Fais-le, tu dois le faire. Et elle reprend confiance. Elle lui dit, non mais si tu meurs, je te pardonnerai jamais et tout. Coup classique quoi. Et voilà, donc ils ont réussi à arrêter l'hémorragie. Donc s'il a les bons soins, je pense que ce qu'il va avoir, il s'en sortira. Donc ça y est, a priori, on a un trio de majordomes. On a Sébastien, on a Agni, on a Wolfram. Je veux voir les trois interagir ensemble. Pitié. En mode sitcom et tout, ça pourrait être hilarant. Et ouais, ouais, ça se termine comme ça, et donc ils partent vers un meilleur avenir. Si elle demande à Dietrich, du coup, de leur offrir un refuge et tout, parce qu'il n'a pas trop le choix de faire, quoi. Mais ouais, Sébastien, surtout, dit une phrase qui m'a mis à terre. Et il dit qu'un majordome n'a pas le droit de mourir avant son maître.
Et il dit que c'est son mentor qui lui a appris ça. Sur qui se focalise la caméra? Sur Tanaka. Tanaka qui n'a pas réussi à mourir. Enfin, si, du coup, Vincent et compagnie sont morts, quoi. Donc, voilà. C'était fou. Ne joue pas avec mes émotions, Tanaka, s'il te plaît. Juste un dernier point que j'ai failli oublier de mentionner. Si elle remarque la présence des Shinigami juste avant qu'ils se barrent pour rejoindre le train, ce qui surprend du coup énormément les Shinigami, qui disent mais il peut nous voir, parce que normalement, on oublie très facilement ça, mais les gens normaux sont pas censés voir les Shinigami. Que Sébastien soit capable de les voir, bon, démon, Shinigami, c'est à peu près dans la même classe, si tu veux. Il y a deux hypothèses qui sont... Il y a deux hypothèses qui sont mises. Soit c'est parce que, ayant contracté un contrat avec un démon, et en fait, ayant du coup sacrifié son âme pour sa vengeance, bah, il a déjà à moitié un pied dans la tombe. Là où ça me pose question, c'est pourquoi est-ce que Madame Red a été capable de percevoir Grêle? Est-ce que c'est parce que c'est Grêle de lui-même qui est venu la voir? Ou est-ce qu'il y a potentiellement quelque chose de particulier dans la lignée de Madame Red, et donc de la mère de Ciel? Parce que du coup, c'est ce qu'il dit, oui, est-ce que potentiellement il viendrait pas d'une lignée particulière? Moi, je lui ai dit, bah, peut-être du coup du côté de sa mère, mais ces derniers temps, on s'était beaucoup concentré sur la lignée de son père, les Phantom Hive, puisque Claudia Phantom Hive, qui est donc la grand-mère de Ciel, la mère de Vincent et de, je sais plus comment elle s'appelle, sa sœur, Frances, je crois. Bah, on sait que, alors j'ai regardé, elle avait 36 ans, je crois, donc elle est morte super jeune. Faudrait que on n'a pas la date de mort de Vincent. Ça, c'est dommage. Mais là, on est en 1889. Donc, on est vraiment à 20 ans de la Première Guerre mondiale, quoi. Et on sait du coup que le nom de Claudia est un nom important puisqu'elle fait partie des personnes dont Undertaker avait gardé un talisman avec une mèche de ses cheveux, a priori. Undertaker étant un Shinigami, sachant qu'en plus il a travaillé avec Vincent également de son vivant, et on y reviendra plus tard quand la série l'abordera, mais ouais, la question c'est est-ce que la lignée Phantom Hive ne serait pas en partie Shinigami d'une manière ou d'une autre? Genre, est-ce que quelque part dans la lignée, il y aurait pas, comment il s'appelle? Il y aurait pas Undertaker quelque part? Je ne sais pas. Et honnêtement, je vais être très honnête, à l'heure actuelle où je m'étais arrêtée dans le manga, on n'avait pas les réponses non plus. Je pense qu'à la suite, une fois que cette série sera terminée, enfin que cette saison sera terminée, j'essaierai peut-être de reprendre le manga pour essayer de me remettre un peu à jour. Mais ouais, bon Dieu, quel épisode. Quel épisode, quel épisode, quel épisode. Je comprends toujours pas comment il peut rester 2 épisodes, à moins que le dernier épisode, l'épisode 13, soit un épisode un peu spécial qui parle d'autre chose, que ce soit plus un OAV qu'autre chose, puisque il y a plein de choses qui n'ont pas été adaptées du manga, des petites scénettes assez intéressantes, notamment il y en avait une où c'était Ciel qui doit se faire refaire une garde-robe. Et du coup, il y a la styliste attitrée qui joue, mais Ciel ne veut pas qu'on voit la marque qu'il a dans son dos, ce genre de choses. Donc, peut-être tout un petit truc là-dessus. Il y a aussi une scène où on rencontre en fait Tante Frances. En gros, elle fait une espèce de concours de chasse avec Ciel. Ok, why not? Et en fait, c'est en protégeant Lizzie d'une attaque d'ours qu'elle, allez, elle accepte, allez, allons-y. Tu, tu es capable de protéger ma fille, mon très cher neveu. Allez, vas-y, on enterre la hache de guerre. C'est bon, je te laisse tranquille. Bref, peut-être que ça va être ça. Je crois que c'était le dernier épisode de la saison 4 qui avait un truc comme ça sur la toute fin. Donc bon, pourquoi pas, on verra, mais j'ai hâte. J'ai très très hâte. Bon, par contre, niveau émotionnel, en ce moment, là, ça fait quelques jours que je suis au ras des pâquerettes, donc ça m'étonne pas que ça m'ait touché à ce point, mais j'aurais peut-être pas dû choisir de terminer la série, la saison maintenant. Je sens que ça va être compliqué. Enfin, voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou de la série en général, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. Allez, portez-vous bien. Bye.